Tout un monde, Marie-Hélène Freissé. le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec les chamans, ces professionnels de l'invisible qui sont de retour, qui séduisent un public de plus en plus large dans les sociétés dites modernes. Puis à 15h45, nous retrouvons Pierre-Olivier Toublanc pour évoquer 50 ans, un demi-siècle de musique africaine. Ils soignent, ils prédisent l'avenir, ils conseillent les familles, les communautés et même parfois les responsables politiques. Leur savoir semble venir du fond des temps, mais ils sont de plus en plus présents, notamment en Asie, dans le monde ex-communiste, où ils ont été persécutés et même parfois complètement éliminés. On les appelle chamans, un nom toungouz de Sibérie, mais on les trouve aussi très présents aujourd'hui en Chine, en Corée ou dans l'ère persane et jusqu'en Anatolie. Qui sont ces chamans dont les pratiques extatiques, souvent très spectaculaires, avec tambour, gris-gris et trance, se combinent avec l'islam, le bouddhisme ou même le christianisme, et dont les compétences, vraies ou fausses, sont de plus en plus recherchées par des clients ou des patients venus d'univers modernes et sophistiqués. Une question à laquelle répond en partie un petit ouvrage précieux qui vient de paraître dans la collection Découverte chez Gallimard, Le chamanisme de Sibérie et d'Asie centrale, par Thierry Zarcone et Charles Stepanov. Thierry Zarcone est avec nous. Bonjour Thierry Zarcone. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. On a déjà eu le plaisir de vous recevoir dans cette émission comme spécialiste des mondes turcs et iranien, et notamment du soufisme. Et on va voir qu'il y a pas mal d'imbrications entre le soufisme et le chamanisme. Alors vous êtes d'accord avec cette idée d'un renouveau extrêmement séduisant pour beaucoup de gens du chamanisme dans l'ère qui est la vôtre, et même au-delà de cette ère d'ailleurs? Oui, parce que ce qu'il faut noter, c'est que à partir du moment donc où, avec la disparition de l'Union soviétique, naturellement des choses cachées ou interdites sont réapparues, et le chamanisme fait partie de ces phénomènes religieux, avec le soufisme par exemple. De la même manière, donc, la pression, je dirais, de la Chine communiste est un petit peu différente de celle de l'Union soviétique, et ces chamans donc, qui ont continué à se manifester au Xinjiang en particulier, donc chez les Ouïghours, ont connu donc une certaine souplesse donc à leur égard de la part du régime communiste dans les années 80 et aujourd'hui donc continuent à se réunir. Donc vous, quand vous allez chez les Ouïghours, ce qui est souvent le cas, puisque je crois que vous travaillez en ce moment plutôt sur le Xinjiang, vous voyez la présence de ces chamans au quotidien ou dans les fêtes ou enfin pour les pratiques médicales. Ils sont très très souvent là et vous-même vous les rencontrez, j'imagine, vous les interrogez. Oui, bon, ils sont discrets quand même parce que néanmoins ils sont considérés comme une forme de superstition que l'État moderne chinois donc essaie de décourager les populations. Donc ils sont obligés d'avoir un profil bas, on va dire. C'est-à-dire qu'il leur faut être discret, même parfois se réunir de manière plus ou moins Clandestine. secrète, clandestine. Oui. Mais cela dit, bon, ils ne sont pas pourchassés. À l'époque soviétique, donc de l'autre côté de la frontière, c'était beaucoup plus terrible.
Alors une fois qu'ils ont retrouvé la possibilité de s'exprimer, ils se sont rendus compte dans le monde soviétique que tout de même ils avaient perdu beaucoup de connaissances. Laetitia Merli, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue et cinéaste et vous avez tourné plusieurs films justement sur ce renouveau chamanique, Shaman Tour il y a quelques années, sur une famille d'éleveurs de rennes avec une femme chamane, et puis le dernier, La revanche des chamans, qui vient d'ailleurs de décrocher un prix, le prix Mario Ruspoli au festival du film ethnographique Jean Rouch. Et on voit donc de manière éclatante dans vos films ce goût des publics dans l'ex-univers soviétique pour les pratiques chamaniques. Oui, parce que ce goût est aussi une revendication identitaire et culturelle. C'est-à-dire qu'ils en ont été privés pendant tellement d'années que ce n'est pas comme une nouveauté, c'est plutôt comme quelque chose qu'ils considèrent comme faisant part de leur culture de façon vraiment très profonde et qu'ils ont envie de retrouver, de renouer avec. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de renouveau, parce que c'est quelque chose qui existait auparavant, peut-être pas sous ces formes-là exactement, mais en tout cas qui, après les persécutions soviétiques et à la période post-soviétique, justement, reprennent leur place dans la société. Les chamans sont de plus en plus visibles dans la société. Ils reprennent leur place tout simplement d'acteurs et sont consultés par un très grand nombre de personnes. Il est dit d'ailleurs dans un de vos films que tout de même un certain nombre de connaissances ont été perdues. Oui, parce que pendant ces années où le chamanisme était caché, les anciens ne voulaient pas mettre en péril les jeunes générations, leurs petits-enfants par exemple, et se refusaient d'eux-mêmes à les initier. Voilà, pour pas que ce savoir devienne dangereux pour la famille, pour les petits-enfants. Et donc on cachait souvent aux petits-enfants que leurs arrière-parents avaient été des chamans ou des choses comme ça. Donc il y a eu cette rupture dans les généalogies, puisque le chamanisme étant héréditaire, on a des lignées comme ça de chamans. Et avec cette rupture, bien sûr, un appauvrissement des savoirs. Alors héréditaire, pas dans toutes les traditions, on va s'en rendre compte, mais en tout cas dans l'ère qui vous Pour intéresse, qui est plutôt l'ère mongole. Voilà. Et la Sibérie, sur la République de Touva, c'est plutôt héréditaire. Ce sont comme des charges en quelque sorte. Oui, c'est un don qu'on se transmet dans la famille, puisque les esprits auxiliaires qui vont aider à cette fonction de chaman sont hérités. 밀리밀리미째 샤나샤날라즈 샤떡하야 하야라 장장마스 마스다 bulungdos tosu 도지벨레 멜레즈 베다군 다군다스다 도구 토수 저르방아 사스가라 젠비엔네 제도글라스 굴라스다 고도만 도만도 득도가라 아틀라자름 고스고스다 고하 Nous voilà dans le monde Touva, ce monde Touva auquel Laetitia Merli, vous avez consacré votre dernier film, La revanche des chamans. Alors avec vous et avec Thierry Zarcone, on va peut-être revenir aux origines de ce chamanisme qui a des aspects très mode dans la mouvance New Age, mais qui est quand même très ancien, très enraciné dans le temps, au point qu'on a pu dire, et peut-être est-ce une erreur, vous allez nous préciser les choses, que c'était au fond la première religion, entre guillemets, de l'humanité. Thierry Zarcone. Non, en fait, le chamanisme n'est pas si ancien. Il y a d'autres formes de religion, de type animiste ou autre, donc qui étaient bien antérieures. Cela dit, donc, bon, si je regarde ça du côté du monde musulman, donc à partir du moment où les musulmans, donc vers le 8e, 9e siècle, se rendent en Asie centrale, ils se trouvent naturellement confrontés à de vieilles religions, comme le chamanisme, mais il y en a d'autres plus anciennes dans la région. Le bouddhisme, le christianisme nestorien, le mazdéisme. Donc le bassin d'émergence quand même de ce chamanisme, ce sont les régions turco-mongoles. Oui, c'est cette partie donc de l'Asie du Nord, donc qui va on peut dire du pays tatar, donc au nord de l'Oural, quasiment jusqu'au Pacifique, donc dans ces régions du monde turc et mongol également.
Alors, est-ce qu'on a une idée de la manière dont ça se passe, de quel type de rapport au monde il s'agit Laetitia Merli, vous êtes une spécialiste du monde mongol. Comment émergent donc ces croyances et ces pratiques dans le monde mongol et qu'est-ce qu'elles ont de spécifique? Alors même en Mongolie et en Sibérie, on peut parler de plusieurs chamanismes, parce que ces conceptions du monde vont dépendre aussi de la relation qu'on a à son environnement. Donc on ne va pas avoir le même chamanisme chez des sociétés nomades d'éleveurs que chez des sociétés de chasseurs dans les montagnes, dans les forêts sibériennes. Voilà, donc il y a déjà plusieurs formes de chamanisme et des conceptions régionales qui peuvent différer. La relation avec l'animal est fondamentale, que l'on soit nomade, éleveur ou qu'on soit chasseur, c'est au cœur donc de ces pratiques chamaniques. Oui, mais pour des sociétés nomades d'éleveurs, on va plutôt avoir une relation à l'animal de propriété, de maître propriétaire de son troupeau qui peut se transmettre aussi en héritage. Donc déjà avec une idée de hiérarchie en fait. Voilà, là c'est hiérarchisé. L'homme est supérieur déjà. Alors ce qui n'est pas le cas du chasseur. Voilà, on a une relation d'égalité qui n'est pas du tout pareille. Mais c'est surtout la relation à la nature, à l'environnement en général. Et ce qui fait la spécificité du chamanisme, en fait, c'est la relation aux esprits. Donc qu'il soit esprit de la nature, esprit ancêtre ayant réellement existé, entité spirituelle mythique. Vous voyez, il y a plusieurs catégories quand même d'entités, d'esprits, ce que nous en français on peut appeler esprit. Donc c'est surtout ce rapport-là aux esprits qui est spécifique du chamanisme, c'est-à-dire qu'il existe ce personnage, le chaman, qui lui seul va pouvoir négocier, entrer en contact, discuter directement avec les esprits. Alors donc on en est aux origines. Thierry Zarcone, il y a quand même une polémique qui a pas mal agité le monde scientifique il y a quelques années. C'est celle qui concerne les chamans de la préhistoire. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de scientifiques qui ont prétendu que le chamanisme était la première donc religion de l'humanité, que les grottes peintes étaient en général des grottes qui servaient à des pratiques chamaniques et que ces dessins avaient un caractère chamanique. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Oui, je crois que c'était une déduction assez rapide de nos archéologues qui ne connaissaient pas vraiment ce qu'est le chamanisme, je crois, et qui en ont déduit sur la base de dessins donc de chasseurs poursuivant des animaux que c'était le type de culte dans lequel il fallait reconnaître un chamanisme. Alors je pense que ce sont des exagérations importantes, et aujourd'hui donc de nombreux bons scientifiques sont tout à fait d'accord avec ça dérive un peu dans l'analyse. Alors ça tient au fait que par exemple il y a certaines images qui sont sur les grottes peintes préhistoriques qu'on retrouve dans les figurations chamaniques aujourd'hui. Par exemple un visage d'homme avec des cornes de cervidés. Bon, on sait bien que ça correspond à des pratiques ancestrales de chasse qui consistaient à se déguiser. Par exemple si on chassait un cervidé, on mettait une peau de cerf et des andouillés et comme ça on pouvait arriver dans un troupeau de cerfs sans éveiller l'inquiétude. Et du coup on a fait le lien. On s'est dit bah voyez, ce sont des pratiques chamaniques. Alors ça semble, pour vous, chercheurs, ça semble aller trop vite en besogne de faire ce lien. Oui, parce que le cerf représente d'autres choses. Le cerf aussi, c'est un animal qui joue un rôle un petit peu, on pourrait dire, bon, c'est une société, la société des cerfs, souvent considérée comme égale à celle des hommes, donc ils sont en échange. Si le chasseur tue un cerf pour se nourrir, le corps du chasseur sera ensuite laissé donc au cerf pour se nourrir, par exemple, ou d'une autre manière. Il y a un échange. De la même manière dont on a vu aussi dans les bois du cerf, parfois donc des routes qui nous permettent de nous imaginer donc les routes que suivent les esprits pour aller vers les mondes supérieurs. Il y a tout un ensemble d'éléments. Le fait de se déguiser en cerf, parfois c'est tout simplement pour en partie devenir cerf. Donc, et en même temps goûter un petit peu à la vie de cette autre société. Et on sait, par exemple, dans des traditions et des légendes qui sont liées au monde pamirien, par exemple, que pour sceller des alliances entre une tribu, je crois que c'était, pas des cerfs, mais un animal de la même, un cervidé, tout simplement un humain, donc membre d'une tribu, a épousé, je dis entre guillemets, une dame cerf, si on veut, pour sceller vraiment une véritable alliance entre ces deux peuples.
Alors d'après vous, il n'y aurait pas cette continuité historique, par exemple, qu'on a appliquée aux arts premiers, les arts entre guillemets premiers ou primitifs étant un état premier de l'expression artistique humaine et venant vers nous. Pour le chamanisme, ça serait un peu la même chose. Ça serait une erreur de croire que le chamanisme nous montre la religion première des hommes. Il ne s'agit pas d'une continuité, il ne s'agit pas d'une plongée dans notre passé. Pas en ce qui concerne ces peintures donc apparaissant dans ces grottes, parce que là, bon, c'est trop rapide, on déduit ça de manière trop rapide. Maintenant, on sait que le chamanisme est déjà une religion un petit peu élaborée, hein, qu'il y a des formes de culte, par exemple, à esprit, ou des cultes de possession, peut-être plus anciens, et qui existent dans d'autres zones, qui ont des points communs avec le chamanisme d'Asie centrale ou de Sibérie, mais qui ne sont pas du chamanisme. Mais le chamanisme représentant, souvent, c'est un peu ce qui ressortait des travaux de Mircea Eliade, une sorte de substrat qui aurait été recouvert par les religions ultérieures. Disons que ce sont des formes qui existent. Bon, on sait que dans le monde celte, par exemple, on retrouve donc sous les éléments chrétiens des faits donc, de chamanisme là, qui sont très proches effectivement du chamanisme asiatique, puisqu'on est dans une zone quand même assez proche. Mais dans les régions où des religions comme l'islam, le bouddhisme, le christianisme se sont développées, elles ont parfois intégré des formes de chamanisme, où ce chamanisme, pour se maintenir et ne pas être éliminé, a dû prendre l'habit de chacune de ces religions. Donc se christianiser, se bouddhiser, on pourrait dire, et s'islamiser, dans le cas de l'Asie centrale. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire de ce chamanisme une religion première. Il y a des formes, je dirais entre guillemets... Hybridées, quoi. Oui, et plus anciennes, des formes plus anciennes. À un certain moment de l'histoire, tout de même, le chamanisme a été religion d'État. Chez les empereurs mandchous de Chine, les grands prêtres étaient des chamans. Je crois que même du côté des Mongols, à une époque, le chamanisme avait quand même un statut tout à fait particulier. Laetitia Merli? C'est qu'à la cour de Genghis Khan, il y avait un soi-disant chaman, mais qui était plutôt un grand prêtre qui pouvait annoncer des oracles et qui justement avait annoncé que Genghis Khan, quand il était petit enfant, enfin quand il était adolescent et qu'il s'appelait encore à l'époque Temujin, deviendrait empereur, etc. Mais on peut voir dans l'histoire aussi qu'il a été... accusé de rivalité, ou en tout cas il devenait un peu trop gênant et il a été complètement éliminé. Donc il ne représentait pas vraiment un pouvoir fort. C'était pas vraiment la religion officielle alors? Non. Je crois que le chamanisme a été religion dominante, en particulier chez les peuples donc, sibériens. Mais en parler comme d'une religion officielle, c'est assez difficile. Faire un culte d'État, c'est... Parce qu'il n'y a pas un clergé en plus, ce sont des pratiques très individuelles qui ne sont pas structurées. Voilà, il s'agit d'un personnage qui a plus ou moins de pouvoir et qui côtoie plus ou moins près le pouvoir en place. Mais on ne peut pas vraiment parler de religion officielle, de religion d'État. Chaman, les professionnels de l'invisible sont de retour. Vous écoutez Tout un monde sur France Culture. Nous sommes en compagnie de Thierry Zarkon, spécialiste des mondes turcs et iraniens, et de Laetitia Merli, anthropologue et cinéaste. Laetitia Merli, vous reconnaissez ce qu'on vient d'entendre avant la musique, cet extrait de votre film Shaman Tour, où on voit une femme absolument extraordinaire, vraiment une matriarche qui est chamane et qui semble avoir un grand prestige parmi les siens et qui en plus est chef d'entreprise puisqu'elle a développé, c'est le nom du film, Shaman Tour, elle a développé un business auprès des touristes. Voilà, disons qu'elle s'est aperçue que les touristes venaient volontiers dans cette région-là, qu'ils recherchaient
la beauté du lac et des paysages, les rennes. Cette région, c'est où C'est exactement? le nord de la Mongolie, c'est le Hufsgul, la région du Hufsgul, et le lac aussi qui s'appelle le Hufsgul. Donc elle s'est dit, moi j'habite là, j'ai des rennes, je suis chamane, j'ai tous les atouts culturels et touristiques pour que les gens viennent dans cette région. Et donc elle fait sa petite entreprise, puisque les touristes qui veulent prendre des photos sont sollicités pour laisser un peu d'argent. Oui, Donc de c'est comme manière ça qu'elle fait assez- vivre toute sa famille, en fait. De Voilà, manière il assez faut voir. autoritaire, hein, c'est-à-dire Oui. pas d'argent, pas de photos. On voit dans Voilà. le film que tout ça est très réglementé. Bah, elle se dit, si les gens viennent jusqu'ici pour voir toutes ces beautés qu'on a à leur montrer, ils peuvent aussi nous laisser un petit quelque chose. Parce qu'elle considère qu'une fois qu'ils ont payé leur billet d'avion, payé les tours opérateurs, etc., les gens viennent quand même pour voir ça. Et eux, acteurs principaux de cette mise en scène, finalement, ne devraient rien toucher. Donc elle s'est dit, c'est pas possible. Nous aussi, on a droit à notre part du gâteau. Alors sur cette personne qu'est le chaman ou la chamane, homme, femme, alors dans quelles circonstances sont-ce des hommes ou des femmes? Donc on va maintenant se concentrer un petit peu parce que vu de l'extérieur, on a l'impression que ce sont au fond des carrières et des dons un tout petit peu auto-proclamés. Alors il y a les chamans traditionnels qui étaient, je crois, l'objet d'une élection en fin d'état un petit peu modifiée. Puis il y a les chamans d'aujourd'hui, donc on entendait bien ce que vous disiez, Laetitia, qu'il y a aussi des perspectives de gagner de l'argent avec ça. Alors, qu'est-ce que c'est un chaman traditionnellement? C'est quelqu'un qui a été formé, c'est quelqu'un qui a fait de longues études auprès d'un maître, ou c'est quelqu'un qui a subi une espèce de révélation? Thierry Zarcone. Oui, alors je crois qu'il faut faire une distinction entre le monde donc sibérien et par exemple la zone d'Asie centrale où c'est l'islam qui domine et où on trouve aussi beaucoup de chamans. Dans le premier cas, c'est vrai que c'est la qualité de chamanisme est héritée, hein, soit par ses ancêtres chamans, soit elle peut être acquise à l'occasion d'un rencontre avec un esprit. Donc lors d'un accident ou d'un rêve qui va se faire près d'un tombeau, par exemple. Mais Donc il y a un état perturbant à ce moment-là. Il y a une crise toujours. Oui. En fait, c'est une élection. Et le chaman est un élu. Il a été choisi par un esprit et il traverse une crise. Et c'est en se soignant, généralement, il est soigné, mais il se soigne aussi en même temps, et ainsi il devient chaman. Mais Donc il n'a pas le choix quelque part. il n'a pas le choix. Non, C'est toujours une vécu injonction. comme un fardeau, au départ. Hein. Puisqu'on parle d'argent, de tourisme, etc. Mais au départ, il n'y a pas une volonté personnelle, intentionnelle de devenir chaman. On subit au départ plus qu'autre chose. Et normalement, ça, c'est sur le mode de l'élection. Donc, dire qu'aujourd'hui, on devient chaman simplement parce qu'on le choisit, on est dans une dérive, on est dans un New Age. Cependant, dans le monde musulman, il était possible à une personne qui désirait devenir chaman de l'être, mais à condition que les esprits le choisissent. Donc il se rendait par exemple dans un cimetière ou dans un lieu où on sait que les esprits sont présents et il attendait. S'il était choisi, alors on pouvait tout simplement, il ne se passait rien du tout, il retournait, pas de question. Mais parfois il était choisi, un esprit venait l'habiter, et là donc vous pouvez commencer cette carrière. Cependant, il doit aussi apprendre un certain nombre de choses d'un maître. Tout l'enseignement est transmis par les esprits, ainsi que l'art de jouer de la musique, on y reviendra. Mais certaines choses, les prières, la manière d'organiser une séance, des petits trucs comme ça, je dirais techniques, sont généralement transmis par un maître. Et parfois, il arrive qu'un maître puisse choisir quelqu'un en disant « Toi, tu deviendras chaman parce que moi, j'ai compris que tu es désigné pour le devenir aussi. » Si c'est entendu avec les esprits, sans doute. Ce sont les esprits qui Ce sont eux qui décident décident in fine. toujours. Oui, parce qu'il ne va pas le désigner comme ça, mais c'est souvent à l'âge de l'adolescence où cette personne-là, ayant des troubles, est amenée chez le chaman pour régler ces troubles-là. Et là, le chaman va dire « Tu as ces troubles-là parce que tu dois devenir chaman. » Donc c'est lui qui va l'identifier. Il ne va pas le choisir vraiment, mais il va le révéler. Alors après, il y a la formation, donc soit avec un maître, soit une sorte d'auto-formation. Comment ça se passe? Parce qu'après, il faut arriver au stade où le chaman va avoir des talents reconnus par sa communauté. Donc il y a une période de formation, ou d'auto-formation, ou de formation. Ça se passe comment? Alors la reconnaissance finale est toujours à peu près la même, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'appeler les esprits
tout seul, avec son tambour, et de gérer cette communication et ce dialogue direct, cette confrontation directe avec les esprits, et de revenir à un état normal. Alors, qu'est-ce qui va être le test que vous êtes un bon chaman, que les esprits ont bien répondu à votre appel? Alors souvent, ces investitures sont réalisées avec du public, justement, le maître chaman, la famille, des clients qui viennent consulter. Et puis, on va surtout regarder si le chaman donne des bons messages, si il a l'air d'être habité par ces esprits, hein, et puis après, tous les mouvements du costume, le jeu du tambour, la voix, les chants, toute la performance que l'on pourrait croire seulement artistique, est là pour symboliser cette rencontre, ce voyage dans les autres mondes et cette présence des esprits. On dit que les chamans sont ceux qui sont avec les esprits. Donc il faut quand même être validé par la communauté pour, à ce moment-là, pouvoir agir, et agir alors de manière très diverse, à la fois comme médecin, comme conseiller familial, comme devin aussi, capacité de prédire l'avenir, comme psychologue aussi, quand les gens sont en crise. Donc il faut donner des preuves de tout ça. Oui, il y a toujours une première période, une première phase de divination, en fait, quand quelqu'un va consulter. La première action, en fait, va être une petite divination, où déjà on fait le bilan du passé, du présent, et on voit un peu les perspectives de l'avenir. Et surtout, on décide de ce qui va être fait comme rituel, qu'est-ce qu'il va falloir apporter comme offrande. Voilà. Donc la divination, elle est toujours quand même au départ. Après, le côté psychologique, il est aussi dans la discussion, puisqu'on parle de ses problèmes, et le chaman va donner des réponses, mais pas tant que ça, puisque les réponses doivent venir des esprits. Donc tout va se dérouler pendant le rituel, pendant l'état de transe, si on veut dire, où les esprits vont eux-mêmes donner les messages et dire à la personne ce qu'il faut qu'elle fasse pour aller mieux. Alors parlons de cet état de transe. Il consiste en quoi? Puisqu'on a fait souvent une distinction entre transe et possession. Et on dit souvent qu'en Afrique, il s'agit de rites de possession et qu'il y a la transe chamanique. Alors, ça prend quelle forme, ça? Expliquez-nous. Et cette distinction vous paraît-elle justifiée? Ce qu'on peut dire, c'est que dans la mesure où le chaman, entre guillemets, contrôle donc l'esprit qui va l'habiter pendant quelque temps, on parlera de transe. La transe n'étant en fait que ce que l'on va distinguer sur un plan physique, donc, d'une expérience qui se produit dans son intériorité, donc d'un voyage par exemple ou autre. Dans les cas où il ne contrôle pas cet esprit, on va parler de possession. Bon, cela dit, dans certains cas, on a des manifestations de chamans en Asie centrale, par exemple, ou ailleurs, où ils ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. Donc on peut dire que dans ce cas-là, ils tombent un petit peu dans la possession. Dans notre cas, effectivement, ils sont dans des transes contrôlées dans la mesure où ils vont, par exemple, agir de manière terrifiante pour l'assemblée. Donc c'est ce qui distingue le chaman des autres du public aussi, c'est qu'il les impressionne par ses prouesses. Il est capable parfois de déplacer des objets extrêmement lourds, de se planter des lames dans le corps, donc toutes sortes de choses de ce genre. Vous savez que dans le mot chamanisme à l'origine, donc l'étymologie, on a plusieurs étymologies dans certains cas, ça signifie sauter, bondir. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment une manifestation particulière lorsqu'il est pris par les esprits. Dans d'autres cas, ça veut dire tambouriner, parce que le tambour est l'instrument. Dans d'autres cas, on va dire que c'est jouer. C'est-à-dire qu'il joue, mais il joue avec les esprits pour les séduire, pour s'en faire des amis, s'en faire des auxiliaires. C'est une relation difficile parce que l'esprit peut devenir aussi agressif et maléfique. Mais donc c'est quand même lui qui s'efforce de contrôler la relation avec les esprits, il ne se laisse pas déborder. Normalement, il doit les contrôler, parce que l'esprit est auxiliaire, c'est un esprit ami, mais l'ami peut aussi se révéler un ennemi. Donc il est une espèce de relation sous contrôle, toujours. Oui, puis c'est lui qui les invite. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui les invite, par le jeu du tambour, par les prières, les chants, etc. au départ, qu'il y a un premier mouvement vers l'intérieur, puisqu'il invite les esprits à venir habiter son costume, son tambour, toutes les lanières de son costume, être en lui. Et il y a ce double mouvement vers l'extérieur qui est ce qu'on appelle le voyage chamanique, parce que c'est pas seulement le chaman en tant que réceptacle des esprits qui devient possédé ou oracle, etc. C'est que lui-même va dans le monde des esprits.
Et qu'il peut, dans ses chants, décrire tous les obstacles qu'il rencontre, les montagnes qu'il aperçoit, parce qu'il est dans le monde des esprits et il peut discuter avec eux en direct. Et en discutant avec eux, il revient avec une sorte de résultat. Les choses sont changées, il revient de ce voyage et les choses sont changées à l'issue de cette confrontation avec les esprits. Parce qu'il va négocier. Donc toute son... C'est de la diplomatie. Tout quoi. son chant, Musclé. ses prières, etc. sont en fait des négociations où il va demander aux esprits pourquoi ils ont laissé arriver cette situation dramatique pour les pauvres gens qui sont là et pourquoi ils ne pourraient pas les aider. Et donc il leur demande de les aider Donc et de réaliser les souhaits que ces personnes-là sont venues formuler. Donc c'est un intercesseur, ce n'est pas un possédé. Non. Non, non, son action est parfois aussi liée au type de demande, par exemple, et au diagnostic qu'il va faire. Si, par exemple, le malade est habité par un esprit, bon, il va devoir le combattre à l'aide de ses esprits auxiliaires pour soigner le malade. Mais parfois, le malade, tout simplement, a perdu son âme, qui s'est égarée dans les mondes supérieurs ou dans les mondes inférieurs. Dans ce cas-là, ça va être son action donc, de voyageur dans les mondes supérieurs ou inférieurs pour aller récupérer cette âme et la ramener. Alors, parfois, ça se traduit par un crachat qu'il va projeter sur le malade, signe qui lui rend son âme, en quelque sorte. Alors qu'est-ce que c'est ces esprits auxiliaires donc, qui l'accompagnent ils ressemblent à quoi ces esprits? Ce sont des animaux? Comment se les représente-t-on? Très grande, très grande diversité. Des animaux, enfin des esprits qui peuvent prendre diverses formes, de figures ancestrales, de figures mythiques, des animaux. Voilà, il y a plusieurs sortes d'esprits. Et ces esprits auxiliaires, en fait, sont les esprits, soit qu'il a hérité de sa grand-mère chamane, ou en tout cas de sa lignée chamanique, et les esprits qu'il a su s'amadouer au fur et à mesure de son initiation, et au fur et à mesure de sa pratique, finalement. Parce qu'un chaman débutant va avoir un tout petit capital d'esprit auxiliaire, et puis en progressant, il va agrandir son panthéon personnel. Alors il y a certains animaux qui sont plus particulièrement dédiés à cette fonction d'esprit auxiliaire. Dans le monde sibérien, c'est souvent l'ours. Oui, le loup, le cerf, donc le bouquetin, enfin voilà, la figure du bouquetin, mais aussi les corbeaux, les petits oiseaux, voilà, des serpents. Qui sont souvent d'ailleurs dans les cosmogonies les animaux fondateurs aussi. Oui, tout dépend en fait de la puissance symbolique qu'on va leur attribuer. Donc, par exemple, certains oiseaux sont tout à fait intéressants, le plongeon en particulier, parce qu'à la fois il se déplace dans les airs et parfois il rentre donc on peut dire pas dans l'air de la terre, mais dans l'intérieur des eaux et très profondément. Donc c'est un intercesseur, animal, voilà, ouais, qui se déplace entre les mondes. L'oie aussi, on la représente de cette manière. Donc voilà, c'est un petit peu lié à. Cela dit, pour revenir sur les esprits, dans les zones où le chamanisme donc, a été recomposé avec des religions comme l'islam, bon, le chamanisme étant très ouvert à toutes les autres formes de religion, on a les esprits musulmans, donc les djinns et autres noms, les shaitans, donc on en a fait le nom de Satan, sont intégrés dans le panthéon des chamans. On a aussi les esprits venant des anciennes religions zoroastriennes, comme les dives, les farish, toutes sont intégrées aussi. Et alors les chamans disent, oui, mais nous on a des esprits qui sont d'origine juive, musulmane, chrétienne dans notre panthéon. Tout est bon à prendre. Absolument. Tout est bon parce que c'est très moderne comme religion. Donc on s'adapte très très vite. Чего я боюсь? Всего. Алло? Я в
кызыль еще. Ага, ну я скоро в Сарыксе поеду сейчас скоро. Я думаю, мне надо расстаться с прошлым, поменьше думать о нем и жить настоящим. Когда устали или плачете что-то, все равно вы вот так. Chaman, les professionnels de l'invisible sont de retour. Vous écoutez Tout un monde sur France Culture et en ce moment, nous vous faisons entendre un petit extrait du film de Laetitia Merli, La revanche des chamans. Alors, il s'agit d'une femme qui est atteinte d'un lymphome, Laetitia Merli, et qui vient voir ce chaman, qui est un chaman Tuva, donc de la République de Tuva, de l'ex-URSS, chaman qui a l'air d'avoir une grande notoriété. Et elle se livre, c'est une femme russe, non Oui, donc voilà, nous venons d'entendre ce chaman Dima Markov, qui est sibérien tchouvache, et sa patiente, Ekaterina, qui est atteinte d'un cancer de la lymphe. Grave. Assez grave, qui les a médecins déjà lui ont dit fait que... plusieurs chimiothérapies, Ouais. et qui en complément, il ne faut pas oublier que c'est un complément, hein. Les chamans ne diront jamais d'arrêter tous les traitements, de ne pas aller à l'hôpital ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment en complément de sa chimiothérapie qu'elle vient consulter ce chaman Dima. La plupart du temps, les chamans, même en cas d'opération grave, etc., font de l'appel de la chance. En fait, ils mettent tout en œuvre par rapport aux esprits et aux prières pour que les opérations se passent bien. Et là, Dima, avec sa patiente Ekaterina, lui conseille surtout de vivre dans le présent et de prendre la force de la terre. Il l'invite à s'allonger par terre, à se rouler dans l'herbe, et à lui dire, allez-y, il lui dit, allez-y, faites comme le chat, roulez-vous dans l'herbe, même si vous pleurez, même si vous êtes fatigué, le plus important c'est que vous êtes en vie. Et il lui dit de répéter ça, de lui dire, je suis en vie, j'embrasse la terre, je me roule dans l'herbe, et je vis dans le moment présent. Alors là, on saisit bien ce qu'il peut y avoir dans ces pratiques chamaniques, finalement, de très réconfortant pour quelqu'un qui est atteint d'une grave pathologie, parce qu'il y a tout d'un coup, au fond, un dialogue avec quelqu'un, un dialogue chaleureux, qui vous remet dans votre corps, qui vous remet en relation avec les éléments. C'est, au fond, de la bonne psychologie aussi, non ? Oui, oui, tout à fait. Je lui ai d'ailleurs posé la question pour lui demander si c'était comme de la psychothérapie dans le film, et elle me dit pas du tout, parce qu'elle a l'impression que Dima a une action concrète sur elle, c'est-à-dire qu'il la purifie vraiment de quelque chose, il lui enlève le négatif. Voilà, donc elle conçoit cela comme très psychologique aussi, mais avec une vraie action pragmatique de guérison. Alors on s'aperçoit d'ailleurs que ce chaman fait partie aussi d'une sorte de confrérie, donc c'est une profession qui a l'air de s'organiser. Et de toute évidence, Laetitia Merli, quand on a vu votre film, on voit bien qu'il y a une réémergence de ces pratiques-là dans le monde ex-soviétique. Il y a un appétit de la clientèle en quelque sorte pour ces pratiques. Oui, il y a une volonté des chamans de s'organiser en centre chamanique. Alors ça, bien sûr, ça n'existait pas avant, parce que les chamans étaient isolés, plutôt individualistes. Et là, maintenant, ils se regroupent en centre, comme un dispensaire. Oui. Voilà, ils font partie d'associations. Et ça leur permet d'avoir un cabinet, de recevoir, de fixer des prix, et puis d'être surtout accompagnés, de se soutenir les uns les autres. Alors cette présence chamanique en Asie, Thierry Zarcone, on la voit aussi donc associée à l'islam, et ça c'est plutôt le thème de vos recherches à vous, puisque il y a dans certains endroits de l'Asie une sorte de réémergence des pratiques soufis, et on s'aperçoit que ces courants de soufisme souvent très démonstratifs, qui aiment la musique, qui aiment la gestuelle, qui ont des pratiques extatiques aussi, il y a de la transe dans le soufisme, tout ça est quand même très imprégné aussi de chamanisme. Il y a une hybridation là encore. Oui, c'était nécessaire pour la survie du chamanisme. Parce que lorsque l'islam s'est implanté en Asie centrale, l'islam ne tolérait que les religions donc monothéistes. Et les paganismes, comme le chamanisme, devaient disparaître. Donc le chamanisme a dû s'habiller d'islam. Et la forme dans l'islam la plus douce est justement le soufisme, et il s'est soufisé, si vous me permettez l'expression, pour trouver sa place en islam. Donc il disparaît comme religion à part entière, et il devient une des formes, donc on peut dire un des courants de l'islam, divination, guérison, etc.
Donc ces confréries soufis qui sont encore très présentes, bien que combattues par l'islam rigoriste actuellement, elles sont directement issues de ce vieux fond chamanique, d'après vous? C'est-à-dire, dans le soufisme, il y a des ordres qui sont plutôt austères, donc, qui eux sont même assez proches de l'islam traditionnel. Et puis il y a des formes de soufisme très souples, ce qu'on appelle les calendars, par exemple, donc des espèces d'ascètes un peu errants, si vous préférez. Alors ça s'est rapproché, ça a été composé avec le chamanisme, il y a eu vraiment une hybridation, et en particulier, par exemple, des exercices soufis ont reçu une nouvelle fonction dans le chamanisme. Par exemple, l'exercice du zikr des soufis, qui est la litanie, la répétition des noms de Dieu en état de méditation, entre guillemets, ça a été récupéré et transformé en une prière d'appel des esprits par les chamans, par exemple, vous voyez. Alors tout ça s'est très bien assemblé. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Il y a là un renouveau tout à fait exceptionnel. Oui, parce qu'il y a un aspect quand même, on l'a peut-être pas encore suffisamment dit, il y a un aspect très spectaculaire dans la pratique chamanique. On le voit bien dans les films de Laetitia Merli, on l'a vu par ailleurs. Le chaman, il a un attirail absolument impressionnant. Il a des espèces de plaques de métal qui font beaucoup de bruit quand il marche. Il a des plumes. Enfin, c'est un personnage qui a une gestuelle. Alors, justement, à propos de cette gestuelle, Thierry Zarcone, il tournoie, par exemple, souvent sur lui, le chaman. Et moi, ça m'a fait penser aux derviches tourneurs aussi. Est-ce qu'on peut considérer que, par exemple, dans cet ordre des derviches tourneurs, qui est quand même d'une très grande élévation spirituelle, qui au départ ne fait pas penser à du chamanisme, mais ce phénomène du tournoiement, enfin cette pratique du tournoiement pour entrer en communication avec le divin, est-ce qu'elle n'est pas issue, elle aussi, du chamanisme? Là, je ne pense pas du tout, surtout en ce qui concerne les derviches tourneurs. Hein. Maintenant, le mouvement en cercle, le tournoiement, bon, c'est à la base de très nombreuses formes de religion ou de pratiques. Donc là, il y a un élément commun si on veut, mais là, c'est pas directement chamanique, puisque ce tournoiement est vraiment intégré dans un exercice très particulier du soufisme, très lié à une forme d'islam mystique. Donc pour ça, il n'y a pas d'élément commun. En revanche, il y a d'autres formes de pratiques soufis qui sont moins connues, pas aussi bien connues que les derviches tourneurs, en particulier dans des ordres hétérodoxes, entre guillemets, en Turquie, en Anatolie, qui pratiquent les danses de la grue. C'est-à-dire, vraiment, les danseurs imitent des grues volant en formation. Alors là, lorsqu'on sait l'importance de la grue, donc des échassiers en particulier dans le chamanisme, là en revanche il y a un lien direct, d'autant que le nom de cette danse en turc d'Anatolie, c'est le terme oyun, qui signifie jouer. Et c'est sous ce terme-là, c'est le terme, le mot turc, qui désigne le chaman, par exemple, dans des régions de Sibérie. Alors là, on a un lien direct. Alors ce monde chamanique donc réaffleure, on le voit bien, dans le monde mongol, dans l'Asie sibérienne. Laetitia Merli, vous le montrez dans vos films, et il y a une acceptabilité de ces pratiques. Donc on peut imaginer qu'elles vont se développer dans un futur assez proche. Oui, on peut imaginer que, passé la période chaotique post-soviétique des années 90 jusqu'en 2000, on arrive à une situation beaucoup plus stable, où les gens sont bien installés, ils n'ont plus le côté de vraiment revendiquer leur culture. Voilà, il y a eu un mouvement quand même pendant les premières années très forte de revendication nationale, nationaliste, identitaire. Donc on peut penser que maintenant on va vers une institutionnalisation, oui, voilà, pratiquement de ces pratiques-là. Complètement acceptée, complètement... et qui va bien sûr se modifier, développer, se transformer, parce que, comme on disait, les chamans s'adaptent. Et en conquérant un public plus large aussi. Oui. Alors qu'à l'inverse, Thierry Zarcone, dans le monde musulman, on a quand même l'impression que l'essor de l'islam radical se heurte de plein fouet, au contraire, au développement de ces pratiques chamaniques et soufis. On l'a vu en Afghanistan, puisque au fond, en Afghanistan, les talibans avaient complètement éradiqué les groupes soufis, et qu'avec le départ des talibans, on a vu tout d'un coup réémerger ces pratiques de chant, ces séances où tout le monde célèbre le divin. Enfin, il y a quelque chose de très, très sensuel et très extatique. Alors, on pourrait penser que dans le monde musulman, ça va être le contraire, que ça va être des temps très durs pour toutes ces pratiques-là. Effectivement, dans l'Asie centrale, donc musulmane, on peut la diviser en deux régions. Il y a les régions sédentaires où l'islam est assez fort. Ouzbékistan, Tadjikistan. Là, les chamans rencontrent beaucoup de problèmes. Ils sont dénoncés par le radicalisme musulman. Et également, ils ne sont pas vus d'un très bon œil par les pouvoirs, qu'ils considèrent comme des formes d'archaïsme, de superstition.
Par exemple, au Tadjikistan, en 2008, on a légiféré contre eux, on les a interdits d'une certaine manière. Cependant, dans les anciennes zones nomades, où l'islam est beaucoup plus doux, Kazakhstan, Kirghizistan. Là, non seulement ils sont tout à fait autorisés, on ne leur crée pas de problème, mais il y a même des rapprochements entre ces groupes et des instituts de recherche médicale où on essaie de comprendre, pas parce que l'on va accepter la théorie des esprits, mais parce qu'on s'intéresse aussi à leur connaissance des plantes, par exemple, leur connaissance des simples, à certaines pratiques justement de guérison par la suggestion. Donc oui, c'est un devenir tout à fait différent. Et puis leur très belle connaissance en matière musicale qu'on n'a peut-être pas eu assez le temps d'évoquer parce qu'il y a toute une efflorescence musicale qui est liée au chamanisme dans toute l'Asie pratiquement. Absolument. Alors oui, ce qu'il y a, c'est que autrefois, on avait le tambour, naturellement, les grands instruments. Le grand instrument, c'est le tambour. Mais dans la zone musulmane, s'est développée aussi la pratique d'une viole qu'on appelle le kobouz et qui a, je dirais, un impact extraordinaire. Moi, j'avais rencontré un musicien au Kazakhstan qui n'était pas chaman, mais des personnes venaient chez lui pour être soigné, parce qu'il jouait de la musique. Alors il a dit non, vous partez. Après, ils lui ont dit, mais non, nous venons seulement pour vous écouter jouer de la musique. En fait, c'était faux, c'était pour être soigné. Donc, c'est le poids de l'instrument de musique. Peut-être on reviendra sur l'instrument de musique, mais l'instrument de musique, les techniques pour le fabriquer et la manière d'en jouer, dans de nombreuses traditions, c'est un art qui a été communiqué par les esprits aux chamans. Et ça fait partie de son initiation, je dirais, chamanique directe. Le voilà donc, ce kobouz, cette vielle ou viole du Kazakhstan dont vous parliez, Thierry Zarkon, et dont vous parlez aussi dans votre livre, ce précieux petit livre publié chez Découverte Gallimard, donc qui nous initie à ce chamanisme dont on a commencé dans cette émission à entrevoir toute la richesse, le chamanisme de Sibérie et d'Asie centrale, que vous avez donc écrit avec Charles Stepanov. Également beaucoup d'autres ouvrages, Thierry Zarkon, que nous signalons sur notre site franceculture.com à la page Tout un monde, notamment sur la poésie de la confrérie Bektashi. Merci à vous aussi, Laetitia Merli, d'avoir été avec nous. On peut lire votre livre De l'ombre à la lumière, de l'individu à la nation, renouveau du chamanisme en Mongolie post-communiste. C'est aux éditions de l'École pratique des hautes études, et on peut également se procurer votre DVD Shaman Tour aux éditions du CNRS. Je veux juste vous signaler 2-3 petites choses en relation avec l'Asie. D'une part, puisque c'est la fin d'année, de beaux livres, puisque nous cherchons tous de beaux livres à acheter en ce moment. Il faut soutenir le beau livre. Alors, un livre sur Angkor, magnifique, qui vient de paraître à l'Imprimerie nationale, avec des photos de Mireille Vautier et un très beau texte d'Olivier Germain-Thomas. Et puis toujours à Imprimerie nationale, qui décidément reste un éditeur magnifique, la calligraphie chinoise, puisqu'on est dans les mondes asiatiques aujourd'hui, par Lucien Polastron. Voilà, défendre le livre en ces temps de numérisation frénétique. Et puis toujours, alors pour revenir aux musiques chamaniques, le 13 janvier au musée Guimet, un concert avec la vielle à tête de cheval mongole. Vendredi 13 janvier, auditorium, musée Guimet. Musique toujours, musique du monde dans tout un monde, mais nous changeons immédiatement de continent. Miri jugo ni o bebana, kamana goa miri jugo o bebana.
ngana furukunye digide ye benkano nyofo kamfuro nyofo furukunye digide. Voilà la belle voix de Rokia Traoré qui nous vient du Mali pour rendre hommage en cette fin d'émission à un travail absolument magnifique. Africa, 50 années de musique, 50 Years of Music, que vous venez de produire. Pierre-Olivier Toublanc, bonjour. Bonjour. Alors c'est d'ailleurs une nouvelle édition, mais complétée d'un coffret qui était paru l'année dernière ou l'année d'avant, je crois. Voilà, c'est un coffret qui est sorti à l'été 2010, au moment où étaient célébrées les indépendances africaines. Et qu'on a donc cette année agrémenté de 2 disques supplémentaires. Avec la modernité la plus récente. Avec la modernité la plus récente. Alors les 2 CD supplémentaires un s'attache à effectivement les nouveautés qui sont sorties en 2010 ou 2011. Et le second a bénéficié d'un angle un petit peu différent. Et c'est attaché en fait au métissage et aux passerelles surtout entre la musique occidentale et la musique africaine et la réappropriation de la musique africaine par les producteurs occidentaux. C'était ça un petit peu l'intérêt de ce 2e disque. Alors, il y a plusieurs choses passionnantes dans ce coffret. D'abord, c'est la possibilité qui nous est donnée de retrouver des choses qu'on a aimées. On va retrouver Césaria Evora ou Ali Farka Touré. Puis on va aussi rattraper le temps perdu, parce qu'on s'aperçoit qu'en 50 années de musique africaine, et incroyablement riche, il y a aussi des choses qu'on a laissées passer. Exactement. Alors l'intérêt, effectivement, était un petit peu double, à la fois à s'adresser aux néophytes et permettre à tout un tas d'auditeurs potentiels qui n'ont pas spécialement de culture de cette musique africaine. Et bien grâce à cet ouvrage On peut accéder, faire quoi. un grand saut, et voilà, c'est très accessible parce qu'effectivement on retrouve tous les grands classiques de la musique africaine qui ont bercé les radios occidentales, évidemment africaines, mais radios occidentales puisque c'est de ça dont on parle depuis une 50aine d'années. Alors évidemment on y retrouve Césaria Evora et son célèbre Sodade. Il y a des stars et puis il y a des méconnus. On y retrouve voilà, Salif Keita, on y retrouve Ali Farka Touré, toutes les grandes voix de l'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs, et aussi évidemment c'était l'intérêt de redécouvrir ou découvrir tout simplement un certain nombre d'artistes totalement ignorés ou que le temps avait un peu oubliés. Alors, à signaler l'importance que vous donnez à l'Afrique lusophone, à laquelle vous consacrez 2 disques. Et je pense que c'est très important parce que c'est souvent un peu l'oublié. On fonctionne encore par grand air colonial. Et dans cette Afrique lusophone, j'ai découvert plusieurs chanteurs et musiciens absolument magnifiques. Donc, il n'y a pas que Césaria Evora. Et je vous propose un petit extrait d'Arthur Nunes qui nous vient d'Angola. Suwa kingi fa mama gandala mi kungilila gandala mi kungi bansa Suwa kingi fa mama gandala mi kungilila gandala mi kungi bansa Ngorina nurita tengowe kumanga funi shinshinda kumanga funi shinshinde kumanga funi shinshinda Suwa kingi fa mama gandala mi kungidila Arthur Nunes qui nous vient d'Angola et qui fait partie du coffret Africa 50 Years of Music, 50 ans d'indépendance, 20 CD que vous avez produit Pierre-Olivier Toublanc. Alors l'importance de définir ces musiques par aire géographique, c'est encore pertinent aujourd'hui puisque c'est ce que vous avez voulu faire dans ce coffret? Je veux croire que c'est pertinent puisque c'est effectivement le choix qui a été fait. Au-delà de ça, il s'agissait effectivement de s'attaquer à quelque chose d'assez colossal, à savoir couvrir 50 années, 5 décennies de musique et tout ça pour un continent entier qui est l'Afrique, extrêmement prolifique en termes de production musicale.
Donc il a fallu faire des choix et on arrive à quelque chose d'un petit peu pédagogique puisque c'était quand même un petit peu l'idée. Donc on a pris effectivement le parti de diviser l'Afrique en 6 zones. Alors les points cardinaux, l'Afrique australe, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. On s'aperçoit qu'il y a des styles d'ailleurs, parce que par exemple Exactement. les musiques maliennes qui sont si prolifiques actuellement, hein, le Mali est une terre de musique absolument prodigieuse en ce moment, mais il y a quand même un style commun à la plupart des musiciens maliens, comme il va y avoir un style commun à cette Afrique lusophone ou même à l'Afrique de l'Est. Exactement, on a au Mali une très grande richesse des productions et de genres musicaux. Alors évidemment, tout ça reste assez homogène et c'est assez facile de reconnaître une production, une chanson, une musique qui nous arrive du Mali. On a par exemple la musique très blues d'Ali Farka Touré par exemple, qui nous vient un peu du désert, du Sahara. Et puis on a aussi effectivement une jeune génération comme Rokia Traoré qui effectivement a ouvert cette petite parenthèse africaine. Et puis à l'Est, on entend les cuivres souvent. On a eu l'occasion dans cette émission de passer des extraits des Éthiopiques, de la grande époque d'Addis Abeba. C'est toujours un petit peu cuivré. Et puis vous nous offrez dans ce coffret 50 Years of Music également quelques bonus très contemporains. Et je pense à un groupe qu'on aime beaucoup et qui illustre aussi un genre qui a émergé récemment, c'est le rock du Sahara. Mm-hmm. Et c'est Terrakaft, un petit frère de Tinariwen en fait. Exactement, avec une petite touche un petit peu plus moderne certainement et qui se frotte à une sorte de rock presque électrique pour ne pas dire électronique, mais effectivement l'allusion à Tinariwen est effectivement très pertinente, mais avec un côté encore un petit peu plus moderne effectivement. Voilà, Terrakaft pour terminer ce Tout un monde en musique et pour aborder chaleureusement les fêtes. Je voulais également vous recommander un disque qui vient de paraître, qui est plus ethnique, mais tout à fait passionnant, qui est consacré au Bénin et aux musiques Yoruba. Ces musiques d'où nous viennent les dieux vaudous, les orishas. Et c'est une coproduction du musée du Quai Branly et de Radio France. Ça s'appelle Bénin Musique Yoruba, les voix de la mémoire. L'Afrique, terre de musique, donc ce coffret de 20 CD, Africa, 50 ans d'indépendance, à se procurer de toute urgence. Tout un monde, le magazine des cultures et des identités en mouvement. À la prise de son se trouvait Serge Ristich, à la réalisation Françoise Camard. Tout un monde, chaque mardi, avec la collaboration de Claude Armand de Castio, vous est proposé par Marie-Hélène Freissé. Restez avec nous sur France Culture dans quelques instants. Vous avez rendez-vous avec Pas la peine de crier. صدوايتي مزيد رشان أمل رؤيا مزام